50 000 euros de dons en 2 semaines. Et bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Tocsin vivra, Tocsin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Tocsin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Tocsin matin, Tocsin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Tocsin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Tocsin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. Et pour notre invité à la volée, nous recevons Laurent Oberton. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis très heureuse de vous accueillir. Alors je sais pas si je dois encore vous présenter, mais comme la présentation est rigolote, je vais quand même vous présenter comme journaliste repenti. Et ça, c'est assez amusant. Auteur de la trilogie, d'abord auteur de ce best-seller La France Orange Mécanique, et puis notamment de cette trilogie Guérilla, et cofondateur de La Furia. Et justement, La France Orange Mécanique était une révélation. Hein. Vous avez même été reconnu pour ce travail très réaliste, en fait, où vous avez su décrire tout ce qui se passait en France et dont personne ne parlait. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, vous avez fait quasiment la même chose, mais à travers aujourd'hui, on va dire le sexe féminin et le sexe masculin. Mais vous l'avez fait avec une description très détaillée, scientifique, une rigueur scientifique, voilà, que vous aviez déjà pour ce premier livre qui a fait votre succès. C'est là où Laurent Oberton, même si vous changez aujourd'hui radicalement de sujet, puisqu'on va parler de différence des sexes, eh bien finalement on reconnaît encore votre patte. Et avant de vous donner la parole, je voudrais quand même préciser que dans cette introduction, on assiste quand même à la rencontre coïtale de Jean-Michel et Françoise qui finit par la naissance dans cette préface d'Emmanuel Macron. Voilà comment vous avez réussi, vous appelez ça le miracle de la vie en plus. Évidemment, un livre avec beaucoup d'humour comme toujours, Laurent Oberton. Vous étiez obligé de commencer par, par cette rencontre coïtale et par la naissance d'Emmanuel Macron dans votre livre. C'était une reconnaissance peut-être ? Disons que c'est une entrée en matière qui doit happer le lectorat. Vous savez que maintenant, il y a tellement de livres qui sortent et que les cerveaux sont tellement de moins en moins disponibles qu'il faut essayer des petites choses originales. Et je crois que moi, l'originalité, d'ailleurs, je suis assez heureux puisque je n'ai pas de tatouage et même pas de petite libellule. Donc, je pense que je fais encore partie des originaux. Oui. Et en plus, j'adore le tatouer. Donc, voilà, et j'essaie toujours d'avoir cette petite touche de légèreté quand même si les sujets traités sont assez graves. Restons gaulois parce que sinon, autant tout de suite se défenestrer. Donc c'est une petite entrée en matière rigolote, on va dire. Tout à fait, mais une introduction, comme vous le dites, si bien nommée, puisqu'elle est très bien décrite jusqu'au dernier détail. Hein. Alors, vous dites, finalement, vous vous présentez ensuite, après cette introduction, je ne suis d'aucun parti, je ne crois pas aux solutions politiques, je pense simplement qu'il manque à ce pays une sorte de manuel sur les hommes et les femmes, un guide complet, insolent et terminal, celui d'un homme contrarié, celui de bon sens, de la majorité réduite au silence par le filtre du politiquement correct. Alors, si finalement ce livre que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un manuel. Vous avez déjà écrit des manuels, hein, finalement, manuel de résistance. Aujourd'hui, c'est le manuel pour l'homme et la femme pour savoir encore rester ce qu'ils sont. Oui, et j'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir égaré la notice parce que on peut être doué dans un métier, dans une spécialité, dans tout un tas de trucs techniques, des chiffres, les tableurs Excel, etc. Mais quand vient ce sujet, c'est assez fascinant de voir à quel point nos frères humains sont dépourvus de recul sur eux-mêmes. On voit des situations conjugales épouvantables, on voit des types en perpétuelle recherche de partenaires, recherche souvent assez désastreuse et malmenée, et une incompréhension qui prédomine en se disant mais comment ça se fait que dans ce domaine-là rien ne va,
je ne les comprends pas, elles ne me comprennent pas, je les déteste, elles me détestent, etc. Et déjà que nos différences élémentaires rendent cette cohabitation nécessaire, hein, comme l'a rappelé dans mon introduction, à un moment il faut trouver un terrain d'entente. Cette cohabitation est déjà difficile, et en plus, si vous ajoutez à cela le drame de l'époque, Netflix, le conditionnement féministe, émancipateur, etc., eh bien, vous avez un tableau très, 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 très noir. Et donc, il était important de donner des clés de lecture au lectorat un peu désemparé pour qu'il s'y retrouve dans tout ça. Vous parlez de l'homme contrarié, hein, quand je vous ai cité là. C'est vous, Laurent Burton, qui êtes contrarié, ou c'est l'homme en général? Je pense que l'homme en général, et moi je le suis d'autant plus que ça fait assez longtemps que j'observe la modernité et ses ravages sur notre époque et sur notre peuple, sur la cellule familiale, sur les grandes structures qui faisaient jadis la force de notre société, de notre civilisation. Donc moi, je suis évidemment très contrarié, d'autant plus que nous sommes assez peu nombreux, il me semble, à discerner les menaces qui pèsent sur nous. On a tendance à préférer ignorer tout ça. Réfléchir sur soi implique un effort qui est souvent hors de portée, j'ai l'impression. On préfère critiquer les autres, on préfère se concentrer sur des périls lointains pour nous, sur lesquels on n'a aucune prise, pour se laver de nos propres responsabilités et ne pas soi se remettre en question. C'est toujours beaucoup plus pratique d'accuser le partenaire, d'accuser Macron, d'accuser qui que ce soit d'autre de nos turpitudes. Et malheureusement, c'est sur nous qu'on a de l'influence et du pouvoir réel. On peut réellement améliorer son quotidien. Ouais. Là, on reconnaît bien le Laurent Burton qu'on retrouve de livre en livre, hein, de dire commencez par agir vous-même, en fait, et par vous sauver vous-même. Oui, c'est vrai que c'est vraiment mon virage de ces dernières années, c'est d'aller sur ce terrain en se disant le levier le plus facile, le plus accessible, bah, c'est nous. Et c'est évidemment pratique de ne pas penser comme ça. Mais si on veut avancer, si on veut obtenir des résultats collectifs ou politiques ou quoi que ce soit, je pense il faut d'abord qu'on se sauve soi-même et qu'on soit exemple et qu'on fasse le ménage autour de nous, au sein de notre famille, de notre clan, dans nos méthodes de parentalité, etc., pour acquérir une crédibilité minimale et donc avoir un peu plus d'influence que nous n'en avons aujourd'hui. Alors, comment se sauver soi-même, c'est tout votre livre. On va commencer, je vais vous citer quelques extraits. Alors, je le précise, c'est un livre vraiment très amusant, mais très scientifique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'études, hein, que vous citez, mais en même temps très amusant, évidemment très léger. Ça fait du bien aussi de l'humour, et vous l'avez dit, il faut qu'on reste gaulois. Donc je vais vous citer quand vous parlez, alors c'est un petit peu moins scientifique, vous dites si on élude les études de genre, mais plutôt une observation au naturel, il y a toujours eu ces critiques de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme que je vais citer, et ensuite vous expliquez il y a une incompréhension naturelle entre les deux sexes, et puis derrière il y a une forme de modernité, de wokisme, de sadisme qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se retrouver et à être les partenaires qu'on devrait être. Mais je vais commencer par le commencement, et donc ce que vous citez et la description des filles par les hommes et des hommes par les filles, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Alors vous dites, si l'on se rend par exemple au PMU et qu'on demande aux habitués leurs opinions sur les femmes, on vous parlera probablement de pintades qui gloussent entre amies fielleuses, ne parlent que cosmétiques et sentiments, stars et séries, incapables de s'orienter ou garer la bagnole. Des chieuses manipulatrices, envieuses et intéressées, rêvant boutique et équitation, qui pleurnichent en continu, frileuses maniaques de rangement, migraineuses au pire moment, dépressives adorant les comédies romantiques, le shopping et les ragots, toutes les mêmes, mais faut faire avec. Et voilà, ça c'est la réflexion de PMU sur les femmes. Et alors je vous donne quand même moi la réflexion sur les hommes par les femmes. Si en revanche on se rend à la sortie de l'école, alors déjà c'est à peine genré votre votre analyse là, Laurent Burton, et qu'on demande aux mères leurs avis sur les hommes, il sera question de beaufs concupiscents, trahis par leur regard lubrique, ne parlant que foot, bagnole, cul et technique, pas fichus de faire deux choses en même temps, ça je vous l'accorde, n'écoutant jamais rien, ne pensant qu'à bouffer et copuler. Ah, les mecs, des balourds sans finesse, violents et obsédés, spécialisés dans l'abandon de chaussettes, mais ça c'est vrai aussi, c'est tellement vrai ce truc, et lunettes des toilettes relevées, compensant par tous les moyens leur éternel sentiment d'infériorité, mais on les aime bien quand même. Voilà, vraiment c'est très drôle.
Mais vous expliquez que cette description, cette incompréhension, elle a une origine naturelle. Et ça, c'est vraiment scientifique, là, pour le coup. Et vous l'expliquez par la création de gamètes pour les femmes qui sont beaucoup plus gros, coûteux et en quantité limitée, alors que pour les hommes, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus léger. En gros, est-ce que vous nous expliquez ce phénomène? Oui, en quelque sorte, on pourrait dire que les femmes ont une valeur biologique supérieure puisque leurs ovules sont très rares et coûtent très cher. Et les hommes, en revanche, produisent des gamètes en quantité quasiment illimitée. Donc, ils seront évidemment beaucoup plus disponibles. Eux sont souvent partants, on le sait, pour la chose, et pas seulement les hommes. Hein. On l'observe avec quasiment toutes les espèces vivantes, jusqu'aux aux mouches drosophiles. Darwin l'avait déjà remarqué que l'ardeur mâle n'avait d'égal que la tempérance femelle. Et à partir de là, on sent que monsieur va devoir faire des démarches sérieuses pour compenser cette sorte de handicap biologique qu'il a par rapport à madame. Donc ça va être à lui de faire la cour. Hein. Ce sont les pans mâles qui font la roue. Oui. Ce sont les chimpanzés mâles qui offrent de la viande aux femelles dans l'espoir d'obtenir leur bonne grâce. Et les hommes doivent compenser ça par le statut, par la réalisation, par le compte en banque, par la prévenance, par tout un tas de qualités exigées. Évidemment, la fidélité, évidemment le fait de savoir s'occuper des enfants, de savoir ranger ses chaussettes, ça peut aider aussi. Et tout un tas de petites choses comme ça. Et madame, ce sera elle qui sera plutôt dans une position de sélection, c'est-à-dire, eh bien, très bien, dansez donc, je vais regarder tout ça et je ferai mon petit marché selon vos performances diverses et variées. Et sachant que la perspective, c'est finalement de la reproduction et d'avoir une lignée qui puisse être protégée. Bien sûr, voilà. En fait, on est programmé pour perpétuer nos gènes dans de meilleures conditions. Donc, normalement, on ne se reproduit pas avec le premier venu. On choisit plutôt normalement plutôt intelligemment, de manière assez longue, réfléchie. Il y a une mise à l'épreuve du conjoint. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte pour que on puisse être deux parents dignes de ce nom et qui permettront à nos enfants ensuite de grandir dans de bonnes conditions et de à leur tour répandre notre patrimoine génétique, etc., etc. Donc c'est tout un processus qui doit se mettre en place. Et malheureusement, encore une fois, on voit bien que certains font leur marché un peu vite, ils prennent du low cost, ils sont dans l'action immédiate et ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Et évidemment, une fois qu'on a un enfant, ça a tendance à être durable. En tout cas, c'est fait. Et on peut évidemment se suicider génétiquement, hein, certains le font très bien, mais peut-être qu'il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous guident, qui nous manipulent. Et quand on comprend ça, quand on comprend pourquoi les hommes sont si compétiteurs, sont si désireux de montrer qu'ils ont la plus grosse voiture déjà dans un premier temps, et on comprend beaucoup mieux la réserve des femmes, leur attitude face à la cour masculine, on comprend beaucoup mieux un tas de choses. Et c'est vraiment des bases très très importantes dans la vie, quoi. Il suffit pas de dire mais moi je comprends pas, je suis quelqu'un de très bien, les femmes ne s'intéressent pas à moi, c'est complètement anormal. Et de maudire ainsi la moitié de l'humanité parce qu'on n'a pas de succès sans se remettre en question le moins du monde. Alors ça, c'est on va dire entre guillemets l'incompréhension de base entre les deux sexes. Et puis évidemment, il y a le phénomène moderne, hein, qui est celui de détruire de façon d'éradiquer totalement la réalité. Et c'est là où, encore une fois, on reconnaît votre travail depuis toujours. De toute façon, Laurent Burton, c'est de parler de la réalité, de la décrire nue, c'est le cas de le dire, telle qu'elle est, et presque biologiquement, scientifiquement. Pour la France Orange Mécanique, vous donniez des exemples, vous donniez des chiffres, vous citiez vos sources. Et là, c'est la même chose sur finalement la rencontre entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, voilà, on a perdu toute notion du réel. On l'avait dit pour l'insécurité, etc., pour l'immigration, mais là, on le voit également ici sur ce qu'est l'homme et la femme. On est complètement déconnecté du réel, et finalement, c'est presque deux mots qui se retrouvent et qui viennent d'un même phénomène, non, Laurent Burton? Le déni du réel.
Complètement. On a eu tout ce travail de l'intelligentsia française, de l'existentialisme sartrien notamment, Oui. d'inspiration plus ou moins maoïste. Donc la femme de Sartre, c'était Simone de Beauvoir. Et on a bien senti que le discours consistait à dire que les hommes, les femmes, c'était la feuille blanche et on pouvait écrire ce qu'on voulait dessus, et que donc si les femmes n'étaient pas exactement des hommes comme les autres, c'est qu'elles étaient empêchées, maltraitées par le patriarcat, etc. Et qu'il était urgent de déconstruire tout ça, donc que les femmes aient les mêmes aspirations que les hommes, qu'elles aient le même esprit de compétition, qu'elles fassent les mêmes sports, qu'elles exactement les mêmes volontés, les mêmes ambitions. Et puis, Et et juste, pardon, sinon, je vais elles juste sont victimes. préciser, Jean-Paul Sartre a quand même décrit, enfin, d'une façon extrêmement ignoble, la maternité, en parlant de boules de sang, de tumeurs au ventre. Donc, on voit qu'il a un rejet très fort, dégoûtant. Alors, Ouais. c'est exactement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à quel point la biologie est vraiment émétique pour ce courant de pensée, c'est-à-dire ça déclenche des réactions outrées, l'allaitement, la maternité, tout ça, ce sont des choses abominables parce que ça souligne vraiment cette différence fondamentale. La femme porte la vie, la femme met l'enfant au monde, et statistiquement, par rapport au marché, comment voulez-vous qu'elle ait les mêmes chances de réussir les mêmes carrières que les hommes, puisque il y a ce télescopage, à moins qu'elle renonce à faire des enfants, évidemment, ce qui est d'ailleurs aussi En un des développement, projets oui. de cette intelligentsia. Voilà, c'est une série en cours. On essaie de nous faire comprendre que le bilan carbone d'un enfant est ce qu'il y a de plus désastreux au monde. On va y Que revenir pour la là-dessus. femme, Ouais. c'est une charge très lourde et qu'elle ferait mieux de ne pas s'en encombrer pour s'épanouir, c'est-à-dire devenir un homme, un homme comme un autre, donc renoncer à toutes ses qualités féminines. Donc il y a un combat qui est mené au réel, à la biologie, à la connaissance, et une injonction, même en matière de sexualité, même et surtout en matière de sexualité, les femmes doivent s'émanciper, sous-entendu se comporter plus ou moins comme les hommes, et ça n'aura que des bonnes conséquences pour elles, mais malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Les conséquences de nos actes sont parfois très lourdes, et c'est pas parce qu'on se persuade que ça va faire de nous des gens très bien, de suivre les recommandations des scénaristes de Netflix, que ça sera réellement le cas. Bien au contraire, malheureusement. Oui, parce que au final de tout ça, on se rend compte qu'encore une fois, derrière, il y a une alliance entre une idéologie, un dogme, et puis une forme de grand marché capitalistique qui est bien content que les femmes puissent congeler leurs ovules et tout ça pour pouvoir faire des enfants plus tard, pour que le marché du travail, lui, fonctionne de plein fouet, et qu'en plus, on paye encore plus pour avoir le droit de faire des enfants, c'est-à-dire quelque chose qui est normalement naturel. Donc finalement, on a de nouveaux marchés de partout, une femme qui n'arrête pas de travailler, puis derrière, un nouveau marché sur celui de la création d'enfants qui était avant naturel. Donc encore une fois, on revient sur cette lutte contre le réel qui nous envahit toutes parts, et c'est pour ça que je vous reconnais bien là, Laurent Burton, encore une fois, d'avoir attaqué ce sujet-là, en plus avec beaucoup d'humour. Et puis, parce qu'on est très nombreux à entendre parler aujourd'hui beaucoup du wokisme, et ça finit presque par être agaçant, ce terme qui est utilisé à toutes les sauces désormais. Mais c'est très bien de critiquer le wokisme, mais c'est encore mieux de rappeler justement ce qu'on est vraiment, et pourquoi et comment on peut lutter contre ce wokisme. Je voudrais vous parler de l'enfance et du fait qu'aujourd'hui, même le fait de faire des enfants est reproché aux femmes. Et vous avez cité plusieurs articles dernièrement, donc cette communication médiatique, je vais vous les citer. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Ça, c'est un article de Ouest France qui date de novembre 2022. Face à l'explosion démographique, renoncer aux enfants pour sauver le climat. Ça, c'est Le Point, le 8 novembre 2022. Pour réduire son empreinte carbone, le plus efficace serait de ne pas se reproduire. Voilà carrément ce que dit Science et Avenir. Science et Avenir, hein, censé être à peu près scientifique et objectif, en juillet 2017. À votre avis, dites-vous, qui se sentira concerné par de telles suggestions? Eh bien, évidemment, les femmes qui se sentent, et moi j'en connais, donc je connais des femmes qui aujourd'hui refusent de faire des enfants parce qu'elles se posent cette question du climat ou de la planète. On est en effet face à une forme de traumatisme de la femme face à ce qu'elle est, de l'homme face à ce qu'il est.
Vous aviez déjà finalement, vous dites au début que c'est un manuel pour les hommes, mais vous aviez déjà fait des manuels qui étaient plutôt en direction de l'homme, et là on dirait plutôt que au fond c'est peut-être plutôt pour la femme qui doit reconnaître ce qu'elle doit être, et notamment la maternité, etc. Et je voudrais, Laurent Burton, que vous nous réexpliquiez à quel point, parce que vous avez commencé à le développer, ce combat pour reconnaître ce que nous sommes, hommes et femmes, à quel point c'est finalement un combat qui est lié à la reconnaissance aussi d'autres attaques aujourd'hui contre notre civilisation. Oui, oui, il y a cette culpabilité de l'occidental qui est vraiment très très profonde, et on a des élites, des citoyens des classes supérieures en particulier qui réfléchissent énormément à tout ça, qui sont très éco-anxieux comme on dit, et qui pensent qu'il se trouve vraiment toutes les bonnes raisons pour eux ne pas se reproduire, c'est-à-dire mettre un terme à leur mission vitale, hein, finalement, puisque la vie n'a quand même pas beaucoup d'autre sens que celle-là. C'est tout ce qu'on va laisser. On peut construire des très belles pyramides, des très beaux tableurs Excel, mais si on revient dans quelques milliers d'années, eh ben ça n'existera plus. Donc la seule trace durable qu'on peut laisser, c'est notre perpétuation biologique. Je dis évidemment, certains ne peuvent pas faire des enfants, certains ne le feront pas. Chacun ses choix à la limite, mais justement, chacun ses choix. Moi, je ne dis pas dans le livre aux femmes, reproduisez-vous à tout prix, machin. Vous faites ce que vous voulez comme vous le pouvez, mais prenez bien conscience que des injonctions très fortes vous sont rappelées. C'est un conditionnement vraiment des esprits pour que vous adoptiez ce mode de vie qui consiste à mettre cessation, enfin un terme à notre lignée. Et on vous dira, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, l'explosion démographique des pays extra-européens sera là pour pourvoir au lot de consommateurs déficitaires, comme si, encore une fois, chacun était parfaitement remplaçable, comme si ces réfugiés qui débarquaient à Lampedusa demain seraient exactement les mêmes que les Français qui ne se reproduisent pas aujourd'hui. Moi, je crois que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Les civilisations dépendent de leur peuple, et elles en sont le fruit, la manifestation phénotypique. Et si simplement, si on continue à se suicider de la sorte, notre peuple, notre art de vivre, tout ce que nous avons bâti va disparaître à très brève échéance. C'est déjà le cas. Ça ne ressemble déjà plus à grand chose. La France d'aujourd'hui par rapport à la France d'hier, ça c'est très clair. Et si l'on continue encore comme ça quelques années, eh bien, voilà, on aura la mission de Sartre, de Beauvoir et compagnie sera accomplie. Ce détestable homme blanc aura enfin mis un terme à sa lignée. Pour le plus grand bonheur de la planète, le croit-il? C'est pas certain. Ça reste à prouver. Donc j'essaie d'alerter, d'attirer l'attention sur ces phénomènes vraiment de fond, ce travail de sape. Et on a l'impression que les publicités, vous savez, on y résiste, on se dit oh les publicités c'est vraiment fait pour les débiles, mais non les cerveaux, ça rentre dans le plus profond des couches mentales, et on voit les autres le faire et on se dit que c'est comme ça qu'il faut faire, surtout encore une fois dans les classes les plus supérieurs. On est jugé par son groupe de pairs et on a envie de se conformer à la bonne parole dominante, et c'est surtout à n'y pas déroger par les actes. Donc eh bien l'air de rien, ça fait son chemin et ça fait des dégâts considérables. Et quand il est trop tard, quand on a 50 ans et qu'on ne peut plus faire d'enfants, eh bien là c'est vraiment trop tard pour se poser la question. Oui, une dernière question, Laurent Burton, parce que vous avez dit cette comment dire, idéologie qui pousse à la détestation de soi. Eh bien, justement, cette détestation de soi, est-ce que c'est pas aussi ça qui peut entraîner aujourd'hui le fait que l'homme fier n'existant plus, il ne souhaite pas se reproduire? Il y a aussi un peu de ça. Il va plutôt se retrancher derrière ses tranchées virtuelles aujourd'hui, et s'interdire de rencontrer une femme, et puis voilà, d'aller plus loin. Donc finalement, il faut peut-être commencer par ça, mais c'est aussi l'objectif de votre livre. C'est soyez fiers de ce que vous êtes. Bien sûr, si on détruit notre fierté, on détruit notre identité, on détruit notre force vitale, en quelque sorte, notre raison d'être. Si l'occidental moyen part du principe que c'est un salaud, que ses ancêtres ont massacré, colonisé, etc., opprimé, que c'est un oppresseur né, que même quand il fait toutes les professions de foi
antiraciste du monde, il est quand même de manière sous-jacente opprimeur, etc., qu'il a une police qui est très méchante, que tout dans les structures de sa société font du mal aux minorités, aux femmes, aux faibles, etc. Il finit par sauter d'une falaise, littéralement. Et là, comme il n'a pas le courage de le faire lui-même, il préfère s'amuser, il préfère passer de bonnes soirées, se droguer, se divertir et oublier. Mais il ne se reproduit pas, et ça, c'est un suicide par procuration, mais un suicide encore plus abouti que le sien propre. Et c'est clair que tout ce travail, tout ce conditionnement exercé contre notre fierté, notre force, notre identité, même le fait que le français aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent dans mes livres, n'a plus du tout de pouvoir, de levier sur son propre destin. Il est soumis à un jeu démocratique, qu'on dit démocratique, et qui le broie, qui le dépasse complètement. Une société qui représente des intérêts qui n'ont plus rien à voir avec ses intérêts ancestraux. Et dans ce sentiment de faiblesse, d'hyper-impuissance, il est tenté par ça, par abandonner, par se dire à quoi bon des enfants dans ce monde-là. En plus, vous avez vu, nos rues sont de moins en moins sûres. Ouais. Moi, je veux pas que mes enfants soient livrés à un tel bourbier. Donc là, c'est le renoncement le plus total. Et malheureusement, eh bien, on peut comprendre que ça arrive. Donc, on essaie de faire changer, de renverser la vapeur en quelque sorte, en rendant aux nôtres leur fierté, en leur disant attendez, ouvrez les yeux. Justement, une telle épreuve peut vous permettre de faire vos preuves et d'acquérir une fierté nouvelle, et de devenir exemple à votre tour. Enfin, c'est vraiment le sens de mon livre. Il faut diffuser cette parole autour de soi et surtout ne jamais baisser les bras. La conclusion de votre livre, finalement, Laurent Burton, faites l'amour et la guerre à cette idéologie. Exactement. Merci beaucoup, Laurent Burton, raisonnablement sexiste. Oui, on peut dire que c'est raisonnable, mais c'est surtout réaliste. Et on a bien besoin de ce réel. Merci encore, Laurent Burton. Un très beau livre aux éditions Magnus. Oui. Merci à vous. J'en profite juste pour saluer votre nouveau média et lui souhaiter à mon tour longue vie. Et c'est en multipliant les initiatives de ce genre qu'on pourra justement contrecarrer les forces d'occupation mentale qui règnent sur nous. Donc félicitations pour le Tocsin et longue vie au Tocsin. Merci beaucoup, Laurent Burton. Et oui, nous aussi, on participe à la multiplication des petits médias de ce monde. Merci encore, Laurent Burton. Je rappelle ce livre raisonnablement sexiste aux éditions Magnus.